Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce workshop en ligne. On va voir avec Isée dans un instant comment préparer vos indicateurs de performance et comment les structurer pour les représenter aussi dans un tableau de bord. Moi, je suis Pauline. Je m'occupe chez Open Data Soft de toutes les actions de communication autour de notre produit et particulièrement celles qui sont destinées à nos utilisateurs et nos utilisatrices, donc vous. Certains et certaines d'entre vous me connaissent probablement déjà, puisqu'on s'est déjà croisés lors de user club, de webinaires, de workshops, de matinées ou aussi du sommet Data on Board. Donc tout ça, c'était encore possible avant le confinement. Mais nous, chez Open Data Soft, on ne s'est pas laissé décourager par la situation actuelle et pour vous permettre de continuer à échanger avec l'équipe Open Data Soft, recevoir des astuces, des bonnes pratiques. On a lancé notre cycle de workshops et webinaires en ligne. Donc on fait celui-ci aujourd'hui. On en a déjà eu un sur OpenStreetMap il y a quelques jours. Et puis d'autres sont prévus sur le mois de mai et sur le mois de juin. Donc vous recevrez bientôt dans vos boîtes mail des invitations pour vous inscrire. Juste avant de donner la parole à Isée, qui est aujourd'hui notre intervenante et qui vous guidera à travers la création de vos indicateurs et d'un tableau de bord KPI, je vais vous donner quelques petites infos pratiques sur l'outil et sur le déroulé. Vous avez sur votre droite un panneau dans lequel se trouve une section de questions, pour poser vos questions. N'hésitez pas à le faire pendant et à la fin du workshop. On en sélectionnera 2 ou 3 à la fin. Et puis, on organise, je pense que vous l'avez vu sur la page de l'événement, on organise ce jeudi une session de questions-réponses à 11 heures, comme aujourd'hui. Elle sera un petit peu plus longue que la petite période à la fin de ce workshop pour poser vos questions, ce qui vous permettra aussi de tester pendant les 48 heures à venir la démo de ce jour et préparer vos questions en avance. Vous recevrez juste après le workshop un lien pour vous inscrire à cette session questions-réponses. Un lien aussi vers la présentation de ce jour et puis un lien pour poser vos questions. Voilà pour les infos pratiques. Isée, je te donne la parole pour la suite de la présentation et puis la démo. Merci Pauline. Bonjour à tous. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez peut-être déjà. Juste pour me présenter rapidement, j'anime donc l'atelier de ce jour sur les tableaux de bord d'indicateurs. Je suis responsable chez Open Data Soft depuis 4 ans maintenant du service client, une équipe de 12 personnes qui accompagne au quotidien nos utilisateurs pour encourager les usages, répondre à leurs questions et valoriser aussi leur. L'objectif de cet atelier était de vous réunir pour vous aider à suivre vos chiffres. Il est vrai que très souvent, en tant qu'organisation, on aime à penser que on aimerait en savoir plus sur comment fonctionne l'organisation et comment on pourrait la résumer en quelques chiffres. L'idée est de pouvoir communiquer sur ces actions et notamment sur leurs résultats et aussi pourquoi pas valoriser les réussites, notamment en les représentant visuellement. On entend beaucoup parler du monde de la donnée et c'est vrai que ça donne une nouvelle impulsion au sujet de la communication, puisque ça permet d'appuyer ces messages et ces propos avec des chiffres, des valeurs et même des visualisations. Aujourd'hui, 4 étapes principales dans cet atelier. Tout d'abord, pourquoi communiquer ces résultats? Quels sont les moteurs d'un projet indicateur? D'ailleurs, j'en profiterai pour vous partager des exemples de cas d'usage sur des tableaux de bord d'indicateurs assez variés. Dans un second temps, l'idée sera de résumer les bonnes pratiques pour préparer un projet d'indicateur de performance. Par la suite, une étape démo avec la structuration d'un indicateur jusqu'à un tableau de bord, pardon. Et pour finir, l'essentiel à retenir.
Comme l'expliquait Pauline, je sélectionnerai 2 questions parmi celles qui seront posées pour partager des premiers éléments de réponse. Mais on se retrouvera jeudi et ne vous inquiétez pas, je serai accompagnée de Frédéric Passaniti pour les questions un petit peu plus techniques et avancées afin de pouvoir répondre à toutes vos préoccupations sur comment mettre en œuvre un projet de tableau de bord. Pour commencer, pourquoi quels sont les moteurs aujourd'hui observés dans les différents projets sur lesquels on accompagne nos clients sur la communication de résultats? Je dirais que 3 grands leviers vont venir pousser les organisations à communiquer sur leurs résultats. Le premier, c'est l'efficacité. En effet, pour prendre des décisions, quand on a une activité métier et quelle qu'elle soit, vous verrez que ça touche tous les secteurs et tous les types d'organisations. L'idée d'un tableau de bord est de pouvoir suivre et notamment suivre dans le temps une évaluation des actions à travers un chiffre clé. Ça permet aussi de se fixer des objectifs et quand on s'est fixé un objectif, de pouvoir évaluer où on en est par rapport à cet objectif. C'est intéressant parce que ça garde aussi la motivation des équipes derrière les projets et c'est souvent quelque chose qui anime les projets de tableau de bord, c'est de gagner en efficacité. Un deuxième levier est effectivement communiquer. C'est avant tout pour pouvoir être plus transparent sur l'accomplissement, sur ces objectifs, ces plans d'action qui sont mis en œuvre. Comment est-ce que on y arrive? Et quand on y est arrivé, rien de mieux que de pouvoir le partager, de pouvoir montrer par rapport à ses engagements quand on est, par exemple, une collectivité et qu'on a à sa tête un élu qui a eu un programme et qui a promis des choses, mais aussi dans une organisation privée, quand on fait des promesses, des engagements auprès de ses clients, c'est très intéressant de pouvoir valider où on en est par rapport à ces promesses et donc de pouvoir améliorer la communication et se rapprocher de ces parties prenantes. C'est aussi quand on a des objectifs stratégiques, par exemple en interne, nous chez Open Data Soft, on utilise aussi la plateforme pour faire ça. C'est un moyen de pouvoir suivre par rapport à des décisions, comment les opérations réalisent et atteignent ou non ces objectifs. C'est aussi le moment de pouvoir creuser sur qu'est-ce qui bloque, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation, voire lever des obstacles. Pour finir, c'est l'occasion aussi de valoriser le travail des équipes. C'est effectivement un moyen de pouvoir montrer une fois le travail accompli à vos équipes que vous êtes reconnaissant de leur implication. Et le voir en chiffres, c'est toujours plus crédible, plus concret et plus facile pour chacun d'adhérer au projet. C'est aussi le moyen de voir par rapport à vos actions envers vos communautés, de pouvoir montrer l'impact des efforts engagés. Quelques cas d'usage qui illustrent ce que je viens de vous présenter comme levier des projets de tableau de bord d'indicateurs. Alors, j'en ai choisi quelques-uns. C'est toujours difficile quand on est à la tête d'un service client de choisir. Mais effectivement, j'ai essayé de trouver des exemples les plus variés possibles. Tout d'abord, dans l'univers de la mobilité, deux exemples. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un problème de bouton. 2 exemples, que ce soit, publiés par la région Centre-Val de Loire ou par Infrabel, opérateur des transports de Belgique. Il y a le sujet de la ponctualité, cette idée de pouvoir mesurer combien de trains sont arrivés à l'heure sur une année. On parle souvent dans les médias des retards. On en oublie de parler de tous ces trains qui arrivent à l'heure et c'est un moyen pour les organisations de pouvoir valoriser ces résultats en montrant notamment pour la région Centre-Val de Loire au détail de chaque ligne où en est aujourd'hui le service donné au citoyen. Pour Infrabel, qui s'est inspiré de ce cas d'usage de la région Centre-Val de Loire,
c'est l'occasion, à l'issue d'une année, comme l'année 2019, de pouvoir valoriser sur toute l'année le travail accompli par leurs équipes et de montrer aussi une comparaison à l'année précédente pour savoir si effectivement il y a de l'amélioration. Dans un univers assez différent sur des chiffres clés, Vallourec, entreprise leader des tuyaux en aluminium, a publié ses chiffres RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, et notamment pour attirer du trafic au lancement de ce projet. Ils ont ouvert le portail le jour de la défense des droits des femmes, un 8 mars, où ils ont publié les chiffres clés dans un univers métallurgique où les femmes sont peu représentées. Ils ont publié les chiffres des employés au sein de leur organisation. Ce projet ne s'est pas arrêté là. Ils ont ensuite publié d'autres indicateurs, notamment sur l'environnement ou sur les indicateurs sociaux, notamment de bien-être en entreprise. Un peu de teasing, un peu d'annonce. Bientôt, l'organisation Civadec, responsable de la collecte des déchets en Corse, publiera un tableau de bord aussi avec ses indicateurs sur le travail accompli par leurs équipes dans l'île et tous les résultats obtenus comparés aux résultats de l'année précédente. Pour revenir à ces villes et ces collectivités qui publient de la donnée, je vous parlais des engagements électoraux et bien au-delà de l'océan qui les sépare, de Paris à Vancouver, on a pu voir des villes publier les chiffres par rapport aux promesses électorales qui avaient été faites aux citoyens. C'est un moyen pour celui de Paris, je me permets une petite précision, il n'est plus ouvert en raison de la réserve électorale qui s'impose puisqu'on est dans une période de campagne et même d'attente du second tour, mais il a été public jusqu'à septembre dernier et c'était l'occasion de reprendre sur toutes les promesses qui avaient été faites, où en est la ville, la municipalité, et de pouvoir détailler et notamment avoir tout un programme éditorial autour de chaque question. La ville de Vancouver s'est inspirée de ce projet et a publié il y a de cela 3 mois un équivalent avec les sujets qui inquiètent leurs citoyens et qui préoccupent plus généralement leurs citoyens. Et c'est sur leur page d'accueil de leur portail. Pour rentrer un petit peu dans le concret, comment animer, animer de tels projets au sein de vos organisations? On sait que ce n'est pas simple et donc on voulait vous partager quelques bonnes pratiques observées sur le terrain. Première, oh bah non, mais alors j'ai vraiment un problème de. Voilà. Première bonne pratique sur les indicateurs de performance. Et j'insiste, c'est le moment le plus important de la réflexion sur un projet d'indicateur de performance, c'est se mettre dans la peau de son audience. Et pour se mettre dans la peau de votre public, de ceux qui vous regardent et qui utilisent les données que vous publiez, une formule assez connue dans le monde du développement informatique, c'est d'écrire l'histoire utilisateur. Cette histoire s'écrit sous ce même format toujours, en tant que j'ai besoin d'eux pour faire ce. Si vous arrivez à compléter, il n'y en a pas qu'une derrière un projet d'indicateur de performance, c'est en général plusieurs histoires d'utilisateurs qui se cachent derrière. C'est un moyen pour vous de définir quel est votre message et à partir de ce message, de faire les meilleurs choix pour la suite. Notamment, deuxième étape, bonne pratique, définir la manière d'analyser le résultat de ces objectifs. Il ne s'agit pas, quand on parle d'indicateur de performance, il ne s'agit pas simplement de publier des chiffres, des sommes, des agrégations. Il s'agit avant tout, et vous avez pu le voir dans les exemples que je vous montrais, de se dire par rapport à un objectif. Et ce par rapport, cette valeur relative, c'est une comparaison. Et c'est un point très important dans un projet d'indicateur de performance, c'est de se dire quelle va être cette référence à laquelle je vais comparer mon chiffre aujourd'hui. Alors, deux grandes comparaisons possibles. Comme dans le cas de Paris ou de Vancouver, cette idée d'avoir un programme, donc un objectif, une cible à laquelle on va se comparer,
Ou alors, dans d'autres cas, comme par exemple, je montrais pour Civadec, mais aussi pour Infrabel et la région Centre, c'est par rapport à l'année dernière. Quand on est dans un suivi d'amélioration continue, effectivement, se comparer à la période précédente équivalente permet de suivre aussi cette notion de performance. Troisième bonne pratique et non des moindres, parce que ce n'est pas forcément évident et j'admire au quotidien nos utilisateurs pour ça, connaître le cycle des données. Savoir où se trouvent les données qui vont permettre d'alimenter ces indicateurs et notamment de les maintenir. C'est déjà un grand défi de publier une fois un tableau de bord, c'est encore plus un challenge au quotidien que de l'entretenir. Ainsi, faire une cartographie des sources en partant de l'indicateur jusqu'à la donnée, ça vous permet alors déjà de mieux connaître les systèmes d'information, d'attribuer des rôles au sein de votre organisation, des gens qui vont être le relais de votre projet au sein des différentes directions. Comme par exemple, je parlais du projet Valorec, les services des ressources humaines sont un point essentiel pour récupérer ces données, s'assurer de leur anonymisation et de leur justesse, mais aussi de leur alimentation à la prochaine période. Pour finir, choisir le bon type de data visualisation. On vous partagera à la fin de cet atelier quelques ouvrages références. Mais effectivement, comment visualiser au le chiffre que la valeur que l'on veut montrer. Est-ce que je suis effectivement sur un chiffre clé, donc c'est le nombre qui va faire l'importance. Par exemple, je me présentais au début, je disais que j'étais responsable d'une équipe de 12 personnes. C'est effectivement pour moi le chiffre le plus important de mon quotidien d'encadrant. C'est le nombre de personnes qui participent à mon projet. Par ailleurs, dans les visualisations, il y a aussi tout ce qui est graphique, avec est-ce que je souhaite montrer une évolution, et dans ces cas-là, avec une série temporelle, montrer en ligne ou en barre le phénomène avancé, ou alors est-ce que c'est une répartition. Pour exemple, dans l'exemple de Valorec, et savoir le pourcentage de femmes au sein des employés de l'organisation. Pour continuer, une petite démo. Pas de panique, c'est l'instant un petit peu technique, mais comme vous le savez, on est à votre disposition pour vous aider. J'ai essayé de choisir une démonstration la plus simple possible. Il vous sera aussi communiqué un cours sur ODS Academy pour le faire par vous-même. Et puis, on est toujours là pour aider. Je vous parlais de l'indicateur. Donc, effectivement, souvent, on arrive sur une page d'accueil qui va donner ces chiffres clés, ces chiffres importants qui vont pouvoir souligner le projet qu'on a envie de valoriser. J'ai choisi aujourd'hui pour exemple l'évolution du nombre d'équipements sportifs par pratique. J'avais pour ce faire 2 jeux de données disponibles sur notre réseau qui montraient les infrastructures en 2014 et en 2017. Première chose à faire, c'était de faire une agrégation puisque chacun de ces jeux à la ligne pour chaque commune délivre le nombre d'infrastructures. Il me fallait agréger les données pour pouvoir avoir une somme totale par type et pouvoir la diffuser. C'est donc calculer dynamiquement à partir d'une source très détaillée un chiffre clé. C'est l'ODS agrégation, ce widget qui va permettre de faire ça. Pour finir, je bascule sur la page d'accueil. C'est un domaine qui est ouvert et vous aurez les liens. C'est un sous-domaine de notre domaine User Club où on peut donner des trucs et astuces à nos utilisateurs. Ici, vous pouvez voir que j'ai prévu un espace pour informer la population, pouvoir lui donner des éléments clés sur le projet, la mission, le message, ce que je cherche à faire passer. Et du coup, pour moi, l'idée était de montrer une évolution. J'ai donc choisi un pictogramme qui n'était pas par thème, mais type d'indicateur. Comme c'était une évolution, j'ai choisi ce petit pictogramme de flèche qui monte. Et j'ai fait un calcul qui permet de voir l'évolution entre 2014 et 2017. J'ai donc pris la valeur en 2014, celle en 2017, fait la différence et calculé le pourcentage d'évolution. J'ai choisi 2 sports en particulier, l'athlétisme et la pétanque. L'idée étant de vous montrer
sur cette page d'accueil, c'est là que le message et l'histoire utilisateur est important. Je me suis mis dans la peau d'un utilisateur qui serait en France passionné de sport et qui se dirait, en tant que passionné de sport, j'aimerais connaître mieux la pratique de celui-ci au sein du territoire français. Après avoir présenté son chiffre clé, l'idée est de pouvoir aller cliquer sur un des chiffres clés pour arriver à une présentation plus détaillée. Notamment ici, on parle de tableau de bord. Et pourquoi, avant tout, ce qui fait un tableau de bord, c'est la possibilité de chercher et de filtrer les données à l'échelle là d'un département. Je remets les deux chiffres clés qui sont derrière cet indicateur d'évolution. Et puis, je me suis dit, une visualisation qui est intéressante puisque j'ai les chiffres par département, par pratique, ce serait d'avoir une carte choroplète qui va colorier dynamiquement chaque forme de département pour le nombre d'infrastructures. Et ainsi, j'ai réalisé une cartographie avec le nombre de stades d'athlétisme par département. Ce qui est important dans cette phase de l'indicateur, c'est de pouvoir avoir un lien vers les données sources. Notamment, c'est là que la communication gagne en crédibilité. Si on pense qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux données, le fait de relier vos indicateurs et vos propos, votre message à des données sources, des données brutes, c'est quelque chose qui va renforcer la confiance avec vos parties prenantes. Par ailleurs, petit truc d'expérience utilisateur, pouvoir toujours revenir en arrière vers les utilisateurs. Je vous disais aussi cette possibilité de pouvoir sélectionner et même, pourquoi pas, comparer des départements. Ainsi, mon filtre va permettre de comparer. J'ai fait la même carte sur l'année 2014. J'aurais pu, pour vous donner un exemple de la bonne visualisation, j'aurais pu, au lieu de montrer une carte de France, montrer un top 5 des départements. C'est effectivement une autre façon de représenter la donnée pour parler de sa répartition. Et notamment, si je reviens à mes indicateurs et que je choisis la pétanque, passionné de pétanque, je crois que c'est un sport particulièrement développé dans le sud de la France. Et aux surprises, quand je vais voir le détail, je me rends compte que les départements du Nord ne sont pas en reste, voire sont les plus grands pratiquants de ce sport. Et alors, si c'est vrai en 2017, c'est encore plus vrai en 2014. Si je reviens à la présentation, donc une agrégation, c'est un des rares widgets qui ne se copie-colle pas sous l'onglet visualisation d'un jeu de données. Et je voudrais juste vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc, sur une agrégation, je veux en faire deux. Je voulais avoir le nombre en 2014 et le nombre en 2017. Donc, sur le nombre en 2014, jeu de données que j'ai filtré sur l'athlétisme, j'ai fait la somme du nombre. Sur le jeu de 2017, je n'avais pas de colonne nombre, je n'avais pas de décompte. Donc, j'ai compté le nombre de lignes sans donner l'expression sur laquelle je fais le calcul. J'ai vraiment juste compté les lignes. Puis ensuite, j'ai expliqué que j'ai fait l'évolution annuelle, donc année 2017 moins année 2014 divisé par 2014 fois 100. Je le représente en nombre avec 0 décimale après la virgule et j'inscris pour 100. Ensuite, j'ai pu écrire le texte qui se trouvait en dessous. En lui mettant une référence pour cliquer dessus, ça m'emmène sur mon autre page. Et pour finir, en petite description, j'ai utilisé les agrégations pour les énumérer une à une. Le nombre en 2014 et le nombre en 2000. Pourquoi j'écris que c'est un nombre? Parce que comme ça, si on a plusieurs millions et que je suis sur un portail multilingue, ça permet de respecter l'affichage des types de nombres, puisque par exemple, si en France, pour séparer les milliers, nous utilisons l'espace, aux États-Unis, ils utilisent la virgule, puisque la virgule est chez eux un point avant les décimales. Ainsi, je vais repasser. Pardon. Ainsi, pour la page de détail cartographie, le plus important dans un tableau de bord est de permettre à l'utilisateur de filtrer pour zoomer sur un département ou en comparer plusieurs. Le tableau de bord est quelque chose qu'on imagine dynamique, mais surtout interactif.
Pour la carte, vous vous demandez peut-être comment j'ai réussi à faire une carte sans fond. C'est une petite tricherie qu'on aime particulièrement utiliser en ce moment. J'ai demandé à ce que le fond soit transparent. Aussi, par rapport à l'efficacité de l'affichage de la carte, vous verrez que les jeux de données ne contiennent pas d'onglets ni de données géographiques. J'utilise un système sur lequel on vous a fait un tutoriel sur Discovery qui s'appelle le Map Join. C'est dans la page que je rassemble les formes et les noms des départements avec leurs valeurs pour l'afficher. Pour finir, j'insiste, le lien vers les sources, élément essentiel de votre tableau de bord. Et d'ailleurs, en parlant des règles d'or, voici les 4 éléments à retenir absolument. Avant tout, un tableau de bord et un projet d'indicateur de performance. C'est une histoire que vous souhaitez raconter, destinée à un public avec un message. Il est important de le réfléchir en amont pour s'assurer de sa pertinence. Ensuite, un indicateur, c'est une valeur relative. Toujours choisir un objectif ou une évolution à laquelle comparer le chiffre de ce jour. Les visualisations, le plus important est de pouvoir l'adapter pour une lecture en un clin d'œil. Et c'est d'ailleurs un des ouvrages qu'on va vous recommander, qui s'appelle Effective Data Storytelling, qui est un ouvrage qui vous apprend les mécanismes, qui notamment vous partage les bonnes pratiques sur les mécanismes du cerveau pour lire et à quel point on peut faciliter la lecture de données complexes grâce à ces bonnes pratiques. Pour finir, j'en ai déjà parlé, des liens pour aller plus loin et creuser au cœur des données et renforcer la confiance de vos lecteurs dans le message que vous portez. Il me reste à vous dire que effectivement dans la présentation vous aurez des ressources utiles, le cours d'académie pour afficher des chiffres sur ODS Apps pour les plus courageux, un tableau de bord inspiré de l'exemple de Paris, les lectures pour ceux qui veulent donc l'ouvrage que je viens de vous montrer. Si vous voulez voir aussi un auteur qui sur internet publie beaucoup de choses sur l'idée que la data visualisation facilite la compréhension de l'information. Il s'appelle David McCandless et son projet s'appelle Information is Beautiful. Je vous invite à visiter ses sites et ses infographies. Il a de très belles idées sur le partage de. Pour finir, je vous remercie et je vais ouvrir mon panneau pour regarder quelques questions auxquelles je pourrai répondre. Merci beaucoup Isée. Donc oui, n'hésitez pas à aller dans la petite section questions sur votre panneau de configuration où vous pourrez poser 2 ou 3 questions et on essaiera d'y répondre aujourd'hui. Et puis on a la session de questions-réponses de jeudi aussi pour aller plus loin. Alors, pas de questions. Ah, si. Alors, effectivement, je vois apparaître quelques questions. J'essaie de les lire. Part de progression. Oui, ok. Très bien. Alors, merci beaucoup à tous pour vos messages. Pour répondre principalement à quelques questions, comment accéder à l'académie? On peut vous envoyer un lien d'invitation par email. Du coup, on ne manquera pas de vous le partager, Pierre-Philippe. Pour ce qui est effectivement de l'affichage
des tranches dans les map join, c'est un système qui se calcule automatiquement. On partagera jeudi avec Fred sur ce sujet-là, sur comment se calculent les différentes tranches de la légende. Et sur une des questions était aussi de comment faire pour rapprocher l'outre-mer de la métropole. C'est un sujet sur lequel notamment Frédéric travaille beaucoup en ce moment. On essaye de trouver une solution, effectivement, pour vous donner un peu l'idée, c'est des cartes SVG qui permettent de retrouver nos cartes de géographie de quand nous étions enfants, où effectivement sont rapprochés les territoires lointains de la carte de la métropole. Je vous propose de vérifier toutes les questions pour être sûr d'y répondre jeudi lors de la session. Et je vous propose je vous souhaite une très très bonne journée à tous. On reviendra sur les questions à la session de jeudi. Et oui, la présentation sera partagée. J'ai vu aussi apparaître cette question. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci Isée, pour toutes ces informations partagées. On vous envoie un petit mail dans quelques instants avec la présentation et puis le lien pour vous inscrire à la session et poser vos questions. Et on vous dit du coup à jeudi. Passez une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.